journal vous est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition sur le miroir de la femme Tambara TV. Poursuite des travaux à l'Assemblée nationale ce matin avec 3 points inscrits à l'ordre du jour. L'examen et le vote de 3 projets de loi de ratification. Le compte rendu est signé Amadou Aruna Moumouni Abdou. C'est dans un hémicycle, comme d'habitude, caractérisé par un absentéisme criard, que 3 projets de loi de ratification ont été votés à l'unanimité par la représentation nationale. Le premier projet de loi de ratification porte sur la charte des valeurs et principes de la décentralisation, du développement local et de la gouvernance locale. Alors l'objectif de cette ratification, c'est de promouvoir les principes fondamentaux de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Il vise à promouvoir, à protéger et à stimuler la décentralisation, le développement local et la gouvernance locale. De promouvoir également, c'est important, la participation de la société privée, du secteur privé et des populations aux initiatives de décentralisation, de développement local et de la gouvernance locale. Voilà. Le second projet, c'est un amendement, c'est un protocole amendant les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle. L'objectif de cette ratification est de faciliter l'accès des médicaments aux pays les moins avancés. Et il s'agit en fait de modifier les accords de 1996, notamment l'article 1, en introduisant un article nouveau, un article 3 bis, qui fixe les modalités d'exportation, d'importation de produits pharmaceutiques et de transfert de technologies afin que les pays les moins avancés puissent accéder aux produits pharmaceutiques. Et enfin, le dernier projet de loi de ratification concerne un accord de coopération dans le domaine de l'industrie de la défense entre la République du Niger et la Turquie. Cette coopération vise à améliorer l'industrie de la défense entre ces 2 pays. Il s'inscrit dans le domaine précisément de l'équipement militaire, de l'échange d'informations scientifiques et techniques militaires, de l'entretien du matériel militaire, de l'approvisionnement en produits de défense, etc. Voilà donc. Et vous constatez que tous ces 3 projets de loi de ratification entrent dans la droite ligne de la politique du gouvernement. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, ça rentre dans la droite ligne de la politique du gouvernement en matière de santé. En ce qui concerne la coopération entre le Niger et la Turquie dans le domaine de l'industrie de la défense, ça entre dans la droite ligne des questions de sécurité. Et le 3e qui porte sur les valeurs et les principes de la décentralisation, vous savez, nous avons opté pour la décentralisation depuis 2000. Donc c'est en droite ligne également avec la politique du gouvernement. Les travaux en séance plénière reprendront le jeudi 12 décembre à partir de 9h30 avec à l'ordre du jour l'examen et le vote du projet de loi portant loi des finances pour l'année budgétaire 2020. Un tour à Dosso, les communes de Karangadé et Koremeroua étaient la 2e et dernière étape de la mission de l'UNICEF en appui avec l'Union européenne dans la région de Dosso, dans le cadre de la réforme de l'état civil. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Kadiga Giado, Abdou Issifou. Garantier et Koremeroua ont constitué la dernière étape de la mission de supervision de l'UNICEF dans la région de Dosso. À toutes les étapes, la délégation s'est entretenue avec les responsables, chefs de village et autres préposés dans le cadre du déroulement des activités. Au niveau de ces cigrins qui vraiment n'a pas de problème, chaque fois qu'il y a des naissances, avant que la femme quitte, on déclare et on enregistre. Dans la journée, même si on a eu jusqu'à 5, je suis présent, j'ai investi avant de sortir. C'est auparavant qu'il y a difficulté. La difficulté, c'est que
les gens n'arrivent pas à faire ça. Mais maintenant, on a tout compris. Un enfant né dans la commune de Koremeroua, à 1 mois, il a son connaissance. Donc, aussitôt avoir l'information sur l'audience foraine, on a essayé d'appeler le chef du village. On les a regroupés en 2 groupes. On a passé l'information. Ensuite, en tant que maire, j'ai fait village par village pour passer l'information au niveau de la population. Ensuite, j'ai instruit tout le monde au moment d'un mariage, partout où il y a un regroupement, d'essayer de passer l'information avant même de commencer les audiences foraines. Vraiment, nous remercions beaucoup l'UNICEF et de l'Union européenne. Déjà, l'établissement de l'acte naissance, c'est notre mission. Donc, nous a appelés, donc Dieu merci, et ça a bien marché au niveau de la commune de Koremeroua. A noter que cette mission entre dans le cadre de la 2e convention de financement entre l'UNICEF et l'Union européenne mise en place depuis août 2017. Les résultats parlent d'eux-mêmes sur le terrain. Partant de tout ce que vous avez constaté, le système au niveau de la région de Dosso, on peut dire Dieu merci, il est lancé. Parce que l'une des conditions fondamentales pour qu'un système réussisse, d'abord c'est lié à la qualité des hommes qui l'animent. Et des moyens conséquents nous ont été attribués en vue de l'atteinte de ces objectifs. Et comme on le dit, un homme, une mission, un moyen. L'État et ses partenaires nous ont suffisamment doté des moyens, vous les avez vus. L'obligation des résultats s'impose en nous. Le système il est organisé comme suit. Nous avons des centres de déclaration qui sont au niveau des villages, tribus administratives, et le village administratif et tribus administratives. Vous avez des centres de déclaration au niveau des formations sanitaires. Ça, c'est le premier maillon, en tout cas, ou bien à la base, qui nous fournissent les déclarations. Au-dessus d'eux, à un deuxième niveau, vous avez ce qu'on appelle le centre principal qui, lui, est logé au niveau des communes. Les déclarations qui ont été faites au niveau des différents centres de déclaration convergent toutes qu'elles sont au niveau du centre principal de rattachement de la commune pour leur transcription et délivrance de l'acte correspondant, notamment les naissances, les décès et les mariages. Vous avez à un troisième niveau les directions départementales qui sont des structures de coordination qui forment, qui encadrent en vue de la bonne marche du système. Vous avez au 4e échelon le niveau régional qui est là, donc c'est la direction régionale, et ça c'est dans toutes les régions du pays telles que je venais de vous le décrire. Et au-dessus de nous, vous avez le niveau central qui coordonne le système entier sur l'étendue du territoire national. C'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Les centres de déclaration, là, bien que la loi a demandé qu'on les érige, il faut une procédure entière pour que ça soit ainsi. Il faut reconnaître que le Niger a fait des progrès significatifs dans l'amélioration du système d'enregistrement des pièces de l'état civil ces dernières années. Environ 115% des villages et tribus sont érigés en centre de déclaration de pièces de l'état civil et des formations sanitaires qui enregistrent tous les décès et naissances. On retourne à Niamey. Le président français Emmanuel Macron a invité le 16 décembre 2019 prochain en France les chefs d'État du G5 Sahel pour discuter sur la présence de l'armée française au Sahel et la coopération France-Afrique. Je vous propose de suivre l'analyse faite par l'acteur de la société civile Maman Bachar avant de le trouver en partie magazine de ce journal. Ce n'est pas très respectueux pour un État souverain de voir son président invité pratiquement en une semaine d'une rencontre pour lui demander de venir comme s'il était un sous-préfet local qui a, disons, une obligation de compte rendu vis-à-vis de son patron. Et si c'est la coopération, elle doit se faire dans un sens vraiment de rapport équilibré, de respect mutuel entre les États et non de rapports de subordination qui vont faire en sorte que on puisse avoir le sentiment que nos chefs d'État n'ont pas de calendrier et que tout leur calendrier serait, disons, collé
à ce que la métropole attend d'eux, c'est-à-dire la force qui jadis était la colonisatrice des différents territoires. Donc si les chefs d'État continuent à avoir cette attitude, il me semble qu'il y a péril à la demeure, parce que cela n'est pas conforme à l'opinion publique à l'heure actuelle, en tout cas la mieux partagée de par les pays africains. Ce qui va les mettre justement dans une situation de déchirure, ou j'allais dire de distance entre eux et leur propre opinion. C'était là donc l'acteur de la société civile Maman Bacha que vous venez de suivre. Vous le retrouverez en partie magazine de cette édition. Après 900 jours que les 39 femmes et enfants de Ngelewa ont été enlevés, le phénomène devient récurrent dans la région de Difa. Les enlèvements se multiplient, donc certains contre rançon. Ce sont surtout les femmes et les enfants qui sont les plus touchés par ces enlèvements. La société civile nigérienne pense qu'il s'impose de trouver une solution à ce phénomène. Suivez plutôt. L'insécurité est en train de prendre une autre forme, c'est-à-dire celle vraiment d'enlèvement des personnes, celle des raquettes des personnes et celle des poses des bombes et tout ce qui s'ensuit. Donc quand tu fais un peu la somme, je pense que rien que cette semaine, début du mois de décembre, ce n'est pas moins de 20 personnes qui ont été enlevées dans cette région. Donc vraiment c'est une situation très inquiétante pour tous les acteurs de la société civile, pour tous les acteurs qui défendent les droits humains. Je pense que c'est le lieu d'interpeller le gouvernement, parce que c'est aussi de la responsabilité première du gouvernement de la République de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'ensemble des population, l'ensemble des citoyens qui y vivent sur son territoire, que ce soit les nationaux, que ce soit les étrangers. Les citoyens sont sur un pied d'égalité pour le protéger. Je pense qu'il ne faut pas continuer à s'attacher à un espace qu'on n'a pas la maîtrise, à un espace qu'on n'a pas. C'est pourquoi souvent on se pose même des questions. Pourquoi même continuer à garder des vastes territoires, 1 267 000, si on sait qu'on n'a pas la capacité vraiment de contrôler tous les territoires? Est-ce que ça, ce sont des réflexions, je pense que les chercheurs sont invités à le faire. Est-ce qu'on va toujours continuer à s'accrocher à des espaces dont on n'a même pas la maîtrise du contrôle? Donc ça, ce sont des réflexions que mais de manière globale, je pense qu'il faut qu'on continue à se mobiliser. La personne humaine est sacrée, on parle des vies humaines, on parle d'enlèvement, surtout des couches très vulnérables, les femmes, les jeunes filles, même en période normale, ce sont des couches extrêmement vulnérables que le droit international protège au maximum. À plus forte raison dans un contexte de conflit de ce genre, je pense que dire que non, ces femmes et ces enfants n'ont pas été enlevés, en fait ils ont volontairement décidé d'aller rejoindre leur mari sur le terrain de combat, sur le théâtre de combat. Je pense que venant d'un journaliste et de surcroît, je pense que c'est un peu malheureux, mais je pense que celui qui s'aventure dans ce genre de choses a certainement vraiment ses preuves pour le dire. Sinon moi, à ce stade où je parle, ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de l'Intérieur, aucun membre du gouvernement ou le gouvernement de la République n'est sorti dire que ces personnes-là sont parties rejoindre. Je pense que dire certains propos, je pense que les gens vont s'assumer par rapport à cela. Et l'histoire nous jugera. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde, célèbre aujourd'hui 10 décembre la journée internationale des droits de l'homme. À cette occasion, nous avons tendu notre micro à M. Moussa Assouman, commissaire national aux droits de l'homme. Suivez. La célébration de cette journée dédiée à la Déclaration universelle des droits de l'homme est d'une importance capitale. Vous savez, la Déclaration universelle des droits de l'homme est la mère, en fait, de tous les textes qui étaient pris, que ce soit au plan national, au plan régional ou au plan international, textes se rapportant effectivement aux droits humains. D'où la nécessité, en tout cas, qu'elle soit commémorée, qu'elle soit célébrée chaque année. À voir ce qui se passe, en tout cas, à travers le monde, on dirait que les droits de l'homme, en tout cas, sont soumis à des rudes épreuves. À des rudes épreuves, l'exemple que je peux donner, c'est celui de mon pays, que je connais très bien, où il n'y a pas longtemps, il
il n'y a pas longtemps, il y avait les défenseurs des droits humains qui, au cours donc d'une manifestation, ont été pris, jetés en prison. Mais je dirais quand même Dieu merci puisque le droit a prévalu. Ils avaient comparu devant les tribunaux qui les ont jugés et qui ont estimé qu'effectivement c'est à bon droit qu'ils avaient manifesté. L'appel que j'ai en fait à lancer, c'est à l'endroit des autorités du Niger. À l'endroit des autorités du Niger. Et l'appel que j'ai à lancer à leur endroit, c'est qu'elles fassent que les textes qu'elles ont eu à adopter, les textes qu'elles ont eu à prendre, les textes qu'elles ont eu à l'échelle internationale à ratifier, qu'elles respectent ces textes, qu'elles les mettent en œuvre afin que le protecteur des droits de l'homme soit effectivement en sécurité et qu'il fasse son travail sans qu'il ne soit inquiété en aucun moment que ce soit. Place à présent à la partie magazine de cette édition qui est consacrée à l'analyse faite par Maman Bachar, acteur de la société civile nigérienne, sur les propos tenus par le président Emmanuel Macron à l'endroit des dirigeants du G5 Sahel sur la présence des forces françaises au Sahel. Très bonne réception à tous et merci, au revoir. Si invitation devait y avoir, l'invitation devait plutôt venir des chefs d'État africains, particulièrement le président du G5 Sahel, le convoquer donc en France pour discuter d'un problème les concernant, me paraît être une attitude néocoloniale qu'il ne faudrait pas du tout encourager de mon point de vue, puisque à l'heure actuelle, on a comme l'impression que cette défense-là de ces pays est quasiment sous-traitée donc avec les puissances étrangères, ce qui, de notre point de vue, constitue un recul grave par rapport donc à la souveraineté de ces États et à leur capacité d'autodétermination. Si déjà après 50 ans d'indépendance, voire 60 ans, nous ne sommes pas à mesure par nous-mêmes de développer un système de défense et de sécurité donc qui s'appuie sur nos soldats, je pense qu'il y a péril à la demeure. Il y a même, si vous voulez, une espèce de remise en cause de notre souveraineté, puisque c'est quand même un président d'un pays qui convoque 5 présidents des pays souverains. Véritablement, je pense que cela est un peu gênant du point de vue donc des relations internationales. Parce que, comme vous le savez, dans le discours de M. Macron, il y a quand même de profondes inquiétudes et quant à l'avenir justement même de la coopération France-Afrique de manière globale, puisqu'il y a d'abord la remise en cause persistante de cette affaire de France CFA. Donc les pays de la ZLECAf jusqu'ici insistent et signent par rapport à l'idée d'une nouvelle monnaie, en tout cas qui serait complètement détachée justement de l'emprise française. Donc ça constitue une première inquiétude majeure pour la France, parce que plus de 50% des réserves françaises sont assurées justement par ces moyens-là, par l'or africain et par justement les devises, disons la monnaie africaine, puisque nous, quand on parle de notre moyen d'échange, on parle de monnaie, alors que pour les autres, on parle de devises. Ça veut dire que jusque-là, du fait de ce pacte colonial, nos moyens d'échange
ne constitue pas jusque-là au plan international une devise à proprement parler, donc avec lesquelles on peut acheter et vendre au plan international. Donc ça, c'est quand même un handicap majeur qui n'existe nulle part au monde à l'heure actuelle. Le deuxième aspect, c'est par rapport à l'exploitation de nos richesses, les partenariats que nos pays développent de plus en plus avec d'autres puissances autres que la France. Et vous avez vu depuis cette dernière décennie l'entrée en force donc des Chinois, des Indiens, des Turcs, des Américains, donc dans l'espace africain qui était par le passé en fait la chasse gardée donc de la France au nom d'un certain pacte colonial et la politique de précaré que tout le monde connaît et qui ne semble pas nécessaire ici de développer. Donc de ce point de vue là, il y a une nécessité pour les pays africains de prendre leur destin en main, de prendre leur responsabilité pour enfin dire les choses telles qu'elles sont. Nous souhaitons maintenir naturellement des relations de franche collaboration et d'amitié avec la France, mais nous ne pouvons plus tolérer des situations de subordination et des situations de néocolonisation dans lesquelles en tout cas semble disons nous entraîner la France par ces mécanismes-là de défense et de sécurité, par ces mécanismes-là d'assistance budgétaire, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont vraiment révolues à l'heure actuelle et contre lesquelles nous devrons tous nous lever pour vraiment changer les choses. Maintenant, l'avantage que notre président pourrait avoir, c'est qu'il n'est pas candidat à sa propre succession. Donc ça lui donne quand même une certaine liberté de ton pour que effectivement il parvienne à ne voir que l'intérêt de son pays et de son peuple, pour qu'il laisse vraiment en lettres d'or vraiment son passage donc à la tête de l'État, pour qu'il affirme véritablement la volonté de son peuple, pour qu'il affirme en toute liberté, en tout cas, l'opinion largement répandue à l'heure actuelle dans les pays africains, pas seulement au Niger, mais dans l'essentiel des pays africains, ces ressentiments-là, ces sentiments de désapprobation par rapport donc à cette politique de précaré, à cette politique néocoloniale, s'est fait sentir partout. Parce que nous avons constaté d'une part l'envahissement de nos territoires par les forces étrangères et de l'autre le développement justement de ces terrorismes-là qui ne s'arrêtent plus. Donc qui se manifestent pratiquement maintenant à l'heure actuelle quotidiennement. Alors qu'il aurait fallu simplement responsabiliser nos forces de défense et de sécurité, mieux les équiper, mieux leur faire confiance pour qu'ils parviennent à assurer avec efficacité et avec surtout détermination et patriotisme donc leur territoire national. Il n'appartient pas à un soldat étranger de venir assurer la sécurité dans un État tiers, parce que tout simplement pour faire la guerre, il faut avoir une raison de la faire, il faut avoir une conviction et il faut avoir un sens du patriotisme autour des valeurs sur lesquelles on se bat. Et un soldat étranger ne peut pas venir se faire tuer dans un état tiers pour juste assurer la sécurité du peuple qu'il est censé venir défendre. Peut-être il peut être un assistant technique, un formateur, un instructeur, mais il ne peut pas, de mon point de vue, être vraiment un soldat au point, fusil à l'épaule, pour qu'il parvienne à défendre avec honneur, efficacité et vaillance donc un pays tiers. Ce n'est pas très respectueux pour un État souverain de voir son président invité pratiquement en une semaine d'une rencontre pour lui demander de venir comme s'il était un sous-préfet local qui a, disons, une obligation de compte rendu vis-à-vis de son patron. Et si c'est la coopération, elle doit se faire dans un sens vraiment de rapport équilibré
de respect mutuel entre les États et non de rapports de subordination qui vont faire en sorte que on puisse avoir le sentiment que nos chefs d'État n'ont pas de calendrier et que tout leur calendrier serait, disons, collé à ce que la métropole attend d'eux, c'est-à-dire la force qui jadis était la colonisatrice des différents territoires. Donc si les chefs d'État continuent à avoir cette attitude, il me semble qu'il y a péril à la demeure parce que cela n'est pas conforme à l'opinion publique à l'heure actuelle, en tout cas la mieux partagée de par les pays africains. Ce qui va le mettre justement dans une situation de déchirure, ou j'allais dire de distance entre eux et leur propre opinion publique. Et nous sommes dans des États démocratiques et je pense que aucun chef d'État ne peut s'aventurer à avoir toute sa jeunesse, toute sa population pratiquement sur son dos, du fait simplement que l'opinion qu'il a tendance à défendre, ou le principe qu'il a tendance à défendre, ou le comportement qu'il affiche ne correspond pas à ce que l'opinion publique africaine attend de lui. Nous avons connu la néocolonisation et aujourd'hui nous connaissons une espèce de gouvernance à distance, comme si en fait nos chefs d'État sont de marionnettes, donc qui sont placés à la tête des États et qui sont manipulables comme on le veut. Donc il faut que cela s'arrête, il faut que nos chefs d'État aient le courage donc de s'affirmer et surtout d'être en harmonie avec leur opinion publique pour que justement le peuple se sente plus proche de leurs dirigeants et qu'enfin nous puissions par ces moyens disons développer donc toute notre capacité d'autodétermination pour qu'il n'y ait plus cette attitude d'asservissement ou de soumission, j'allais dire, générale de nos pays vis-à-vis de l'ancienne puissance colonisatrice. Puisque manifestement, la France souhaite à ce que cette situation d'assistance militaire continue et pratiquement se perpétue, puisque chaque fois qu'il y ait justement l'installation de troupes étrangères dans les pays, on sait quand est-ce qu'elles viennent, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont partir. Et ça crée de la gêne. Donc il y a une véritable interrogation par rapport au vrai mobile de la présence de ces troupes étrangères-là sur le territoire. Donc je pense que vraiment l'Assemblée nationale doit prendre ses responsabilités, appuyer le gouvernement pour qu'il parvienne à se démarquer de cette démarche et à mieux responsabiliser nos forces de défense et de sécurité pour qu'ils assurent avec professionnalisme, vaillance et patriotisme, en tout cas la sécurité et la défense de notre territoire national. Et par ricochet l'ensemble des pays des G5 Sahel, si vraiment on a la volonté, on peut s'organiser avec le peu de moyens que nous avons pour que nous parvenions à assurer cette sécurité-là de manière efficiente et de manière sincère surtout. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. La voix de la voix.
make me Congo.